Bonjour à tous. Bon, on attend que les gens se connectent. On commence d'ici quelques minutes. Tu as quelques questions, Yanis? Oui, ok. Alors, prop, en fait, c'est le type prop, c'est le type des propositions, donc des formules, etc. C'est pas un booléen, non. Pour une raison simple que on est dans Coq et que la logique de base de Coq, c'est la logique intuitionniste. Donc, en gros, l'interprétation des formules, c'est pas vrai ou faux. D'accord. La logique classique, c'est que je sois capable de démontrer la formule ou pas, je sais qu'elle est vraie ou fausse. D'accord. C'est l'axiome de tiers exclu, justement. Et donc, qui fait que si on était dans un système classique, l'interprétation de propre, ça serait un booléen, effectivement, vrai ou faux. Mais on est en logique intuitionniste et il y a un peu, entre guillemets, trois valeurs de vérité, le vrai et le faux. Si je suis capable de démontrer qu'une formule est vraie, alors elle est vraie. Si je démontre une non-P, alors elle est fausse. Et puis si je ne suis pas capable de démontrer quoi que ce soit sur cette formule, et on sait, ça c'est le théorème d'incomplétude de Gödel qui nous le dit, il y a des formules qui échappent à notre raisonnement, alors
Pour ces cas-là, la logique intuitionniste dit qu'il y a une troisième valeur de vérité, moralement, en disant c'est ni vrai ni faux. D'accord. Et on est en coq, et donc propre, typiquement, ne peut pas s'interpréter comme un booléen. Vas-y, ouais, vas-y. Ouais. Alors, set, c'est une sorte, effectivement, donc un type de tout ce qui est structure de données, on va dire. Donc voilà. Donc on l'appelle set parce que ça veut dire ensemble. Parce que généralement, effectivement, on définit des ensembles de données. Par exemple, NAT, qui est l'ensemble des entiers naturels, et ben on va le typer de type set en disant bah oui, voilà, ça c'est une structure de données. Ouais, une sorte, c'est un type, ouais. On appelle ça des sortes en théorie des types. Donc Coq fait partie de la théorie des types. On appelle ça une sorte, ouais. Mais vois ça comme un type, hein, c'est un type, quoi. Oui, effectivement, c'est un type. Mais on appelle ça des sortes. En fait, ce qui est propre, set et type, on appelle ça des sortes, véritablement. Parce qu'ils permettent de catégoriser un petit peu certaines parties, je dirais certaines parties de structures en Coq. Donc en fait, il y a trois sortes en Coq. Il y a propre, qui seront en fait tout ce qui est formule de logique du premier ordre, set pour les structures de données, il y a type, alors qui est une sorte qui va unifier les deux en fait. Il se trouve que propre et set sont eux-mêmes de type type. L'idée en fait c'est que comme on est en théorie des types, tout doit être typé. Donc même si tu as une sorte, que tu croises une sorte à un moment donné propre, bah, elle doit avoir un type aussi. Donc c'est pour ça que ça permet de monter un peu dans les tours, et propre et set sont de type type, justement. Voilà. Alors c'est compliqué, hein, normalement. Après tu me dis, oui, mais c'est quoi la sorte de type? Bah, type est de type type. Voilà. Mais bon, je ne rentrerai pas plus dans ces détails-là, mais type est de type type, mais en fait, on n'a pas le droit de dire ça. En fait, dans les années 70, il y a Martin Löf, Per Martin Löf, qui est un Suédois, qui a donné une première version de sa théorie des types. Et dans cette théorie des types, il disait que type, justement, pour boucler un petit peu la boucle, il disait bah, type est de type type. Un peu comme en small talk, si vous vous souvenez un petit peu, pour ceux qui ont fait du small talk. Et vous avez fait du small talk. Il y a une classe qui dit, à un moment donné, on dit classe de type classe, quoi, pour permettre de boucler la chose. Et en fait, ça, c'est incohérent. On a démontré que type de type type, en fait, on avait un lambda terme dedans qui bouclait, qui terminait pas, et qui pouvait cacher le faux et l'incohérence, qui faisait tomber la cohérence du système. En fait. Donc, ce qu'ont fait les gens en Coq et dans d'autres systèmes, ils ont dit, bah non, ok, au lieu de dire type de type type, on va indicer les types. Donc, en gros, tu as type 0 qui est de type type 1 qui est de type type 2 qui est de type type 3. C'est ce qu'on appelle la cumulativité des univers. On appelle ça des univers de type. Oui, on va à l'infini, exactement. Il y en a une infinité. Donc, en gros, si en Coq, tu écris tu prends un type, tu utilises type dans tes définitions, tu sais qu'il va être de type type un cran plus loin. Et si tu prends ce même type et que tu le retypes plus loin, il sera un cran plus loin. Donc, il y en a une infinité, exactement. On peut pas terminer ça, c'est impossible. Donc voilà, de ce qu'on appelle la cumulativité, on appelle ça des univers en Coq. Et là, on est cohérent pour le coup. Ça, c'est. Vas-y, ouais. De toute façon, là, vous n'êtes que 11. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous n'êtes pas beaucoup? Troisième question, à quoi sert le fixe F? Alors, fixe F, c'est une notation pour faire les points fixes, donc pour faire les fixed points, en fait. Fixed point, en fait, c'est du sucre syntaxique. Normalement, on utilise plutôt la notation fixe, enfin, Coq en interne, en tout cas, utilise fixe, qui permet justement de faire des points fixes avec des fonctions anonymes. Le problème de faire des points fixes avec des fonctions anonymes, c'est justement la fonction n'a pas de nom. Donc, ce que fait Coq, c'est qu'il rajoute une construction particulière qui est fixe, qui permet justement de donner un nom à la fonction anonyme qu'on est capable d'avoir, et de manière à pouvoir la rappeler. Parce que les fonctions anonymes, c'est super, on le sait très bien, hein, même il y a plein de langages impératifs qui utilisent les fonctions anonymes, d'accord, même les langages impératifs, hein, comme, je sais pas, Java, C++, etc. Ils ont volé ça d'une certaine manière au langage fonctionnel.
Mais le problème, c'est qu'une fonction anonyme, c'est super bien dans la majeure partie des cas, mais quand tu veux écrire une fonction récursive, tu es obligé de la nommer, tu n'as pas le choix, quoi. Et donc, il y a une construction qui est fixe, qui va nommer en fait la fonction anonyme, qui va plus être anonyme pour le coup, et qui va permettre de se rappeler dedans. Donc c'est une construction que personne n'utilise, parce qu'on préfère quand même utiliser plus la construction succintaxique avec fixed point. Mais c'est vrai que si tu fais un print, Coq doit te donner la plupart du temps la notation avec fixe, sans doute, je pense. C'est pour ça que ça apparaît en fait. Mais bon, voilà. Donc tu peux l'utiliser, donc oui, mais bon, je te le déconseille un peu, c'est pas beau. Enfin, l'autre est plus naturel, quoi. Bon, ça va, t'as d'autres questions encore? Ça ira. Non, vas-y, hein. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. De toute façon, on a du temps. La session n'est pas enregistrée. Non, je vais l'enregistrer. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je commence l'enregistrement ou t'as un truc inavouable à dire maintenant? Ok. Allez, je vais commencer l'enregistrement. Tac. Voilà. Ok. Bon, bah, ça enregistre. Très bien. Bon, on va commencer. Sauf si tu as encore des questions, Yanis. Vas-y. On va faire l'exo sur les listes triées aujourd'hui, exactement, tout à fait. Mais on va pas le faire comme étant la correction du prochain, enfin du précédent cours, hein. On va le faire comme étant l'aboutissement du cours d'aujourd'hui. En fait, le cours sur les listes triées, vous aviez tout sous la main pour le faire, mais il vous manque encore un petit peu de choses, en tout cas d'expérimentation sur les preuves de programme. Donc aujourd'hui, on va faire une vraie preuve de programme non triviale, qui est justement ce programme de liste triée, où je vais vous détailler un petit peu toute la preuve, justement. Elle n'était pas simple, cette preuve, en fait. Je vous ai un petit peu mis ça, mais si tu veux, c'était un petit peu, je sais pas, c'est comme si tu n'avais jamais fait de montagne, et puis je te mets dans une paroi en 7A, 7B, voilà. Et je savais très bien que vous n'allez pas y arriver. Mais voilà, aujourd'hui, on va tout détailler. Ouais, et on va voir effectivement la difficulté que ça a, quoi. Bon, alors Yanis, tu es connecté 2 fois. T'aimes bien ce courant? Je vois ça. Ok. Ah, normal. Bon, allez, bon, on va y aller. Alors, aujourd'hui, donc, effectivement, on va voir un vrai cours de prof de programme. On a tout ce qui nous... Là, on a fait tout un tas de cours préliminaires, hein, sur les semaines précédentes. Ça vous embêtait sans doute un petit peu, mais on avait besoin de toutes ces briques de base. On ne pouvait pas se lancer dans la preuve de programme en Coq sans les briques élémentaires. Donc déjà, savoir faire quelques preuves en logique du premier ordre en Coq. Et puis après les inductifs, la réécriture, etc. Là, on a tout sous la main pour faire de la preuve de programme donc en Coq. Alors, ça va être de la preuve de programme fonctionnelle, hein. N'oubliez pas, Coq, en gros, c'est une sorte de OCaml un petit peu élaboré, hein. C'est du OCaml, vous l'avez vu, il y a du pattern matching, etc. On peut écrire des fonctions. Et puis, on peut surtout écrire des spécifications et faire les preuves. Donc, la preuve de programme aujourd'hui sera fonctionnelle essentiellement. Et on va faire une preuve que je vous avais justement, comme disait Yanis, donnée dans un exercice à faire pour plus tard, on va dire, ou à la maison. Mais c'était un exercice compliqué. D'accord ? On va voir que finalement, même des petits programmes, eh ben, oui, il faut y aller. Il y a pas mal de choses à faire. On y arrive assez rarement d'un coup, c'est-à-dire en posant un théorème et puis voilà. On pose un théorème et la plupart du temps, on a besoin de raffiner avec des théorèmes intermédiaires, des lemmes intermédiaires, qui vont nous aider à faire la preuve globale. La difficulté, parfois, c'est de trouver ces lemmes intermédiaires aussi, hein, donc c'est pas immédiat. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours déjà un petit peu introductif et faire quelques exemples de preuves de programme assez simples.
Puis après, on ira sur l'algorithme de tri, justement. Donc c'est tout bête, hein. Aujourd'hui, notre aboutissement, ça sera d'essayer de faire une preuve d'un algorithme de tri, alors c'est le tri par insertion que je vous donnais, et montrer que il trie bien. C'est tout bête. Mais vous allez voir que, indépendamment même de la preuve elle-même, la spécification n'est pas immédiate. D'accord. Il faut spécifier ce que ça veut dire être trié, finalement, pour une liste. Et pour l'algorithme, on va voir que c'est pas immédiat. Il y a quand même un petit peu de travail, ne serait-ce que de spécification. Alors l'écriture de l'algo, ça on l'avait fait, je crois d'ailleurs, il me semble. C'est trivial. Peut-être qu'on ne l'avait pas fait, mais c'est vraiment trivial pour le coup. Donc le code c'est trivial, mais par contre la spec moins et la preuve encore moins. Donc aujourd'hui je vais vous guider. Donc on fera tout à l'étape intermédiaire. Et quand je dis vous guider, j'ai fait en fait la preuve, mais comment dire, sur papier. D'accord. Donc en gros je l'ai latéqué. En gros je vous donne tout un tas de lemmes intermédiaires. Je vous donne un peu l'idée de la preuve à chaque fois pour chaque lemme intermédiaire. Et voilà, l'idée c'est de. Alors c'est une preuve mathématique, mais un petit peu orientée code, vous l'avez compris, vous le comprendrez assez vite. C'est pas juste, comment dirais-je, juste des maths. Hein. C'est des maths, mais orienté code, où derrière un certain nombre de choses, je vous donne quand même la tactique, on voit bien, à utiliser dans chacun des cas. Alors c'est quoi la spécification de l'algo de tri? C'est la spécification, c'est dire je prends une liste en entrée, d'accord, pour l'algo, et je redonne une liste en sortie qui est triée. D'accord. C'est ça la spécification. Mais ça veut dire quoi une liste qui est triée? D'accord. Alors on peut étrier, ça on sait spécifier, mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on ne veut pas perdre d'éléments, par exemple. Par exemple, si tu as un algo de tri qui prend, je sais pas, 1, 2, 3, 4 en entrée et qui rend la liste vide, bah oui, c'est un algo qui trie. D'accord. La seule chose, c'est qu'il a perdu tous les éléments. D'accord. Donc, il faut spécifier ça en disant, OK, c'est un algo qui trie, mais en plus, je ne perds pas les éléments. D'accord. Les éléments que j'ai dans la liste triée, en sortie, sont les mêmes, exactement les mêmes que j'avais dans mon ensemble d'entrée. D'accord. Donc, on voit là déjà que la spécification, si on oublie ça, forcément, on ne prouve pas la bonne chose. Donc, il ne faut pas oublier cette partie-là. Et non seulement il ne faut pas l'oublier, mais en plus, il faut la spécifier qui n'est pas immédiat quand même. Ça veut dire qu'en gros, on veut que la liste en sortie, vous l'avez compris, soit une permutation de la liste en entrée. Donc, permutation de, bon, finalement, on s'aperçoit qu'à spécifier ça, c'est pas immédiat non plus. D'accord. Donc voilà, donc la spécification n'est pas immédiate, et après la preuve, elle est pas non plus très simple. Bon, après, quand je dis elle n'est pas très simple, pour moi, elle est triviale, d'accord. Mais on va dire, pour des gens qui n'ont jamais fait de preuve de programme, au début, elle va sans doute effectivement représenter pour vous une petite montagne à gravir. Alors, bon, donc là, je rappelle un petit peu quelques slides, mais qu'on avait déjà vus un petit peu dans les cours d'avant. Hein. Dans les preuves formelles, on est d'accord, il y a plusieurs langages en jeu, le langage de programmation, le langage de spécification et le langage de preuve. Maintenant, ça, on le sait. D'accord. Et le langage de preuve va venir effectivement faire coller le code, donc écrit dans le langage de programmation, à la spécification. Sachant que dans Coq, nous on va prouver des programmes qui sont eux-mêmes codés dans Coq. D'accord, ils ne viennent pas de l'extérieur, c'est pas un code C qui vient d'un système ou ailleurs. C'est vraiment le code de Coq que je vais écrire directement en Coq, et sachant qu'il est contraint. Je vous rappelle qu'en Coq, les fonctions sont obligatoirement terminantes, d'accord, pour des raisons de cohérence. Si on a des fonctions qui ne terminent pas, on a potentiellement le faux dedans. Et elles doivent être totales aussi, d'accord. Que ça, c'est aussi important. Donc, je passe très vite, puisque ces slides, on les avait un peu déjà vus, c'était un petit peu des rappels, d'une certaine manière. Donc, la spécification, important, c'est le poids du programme. Donc, tu posais la question, Yanis, tout à l'heure. Hein, donc, c'est vraiment ce que fait le programme, d'accord. Donc, on peut l'exprimer de manière informelle, avec le langage naturel ici. Mais ça, c'est pas l'idéal, on le sait, c'est ambigu. On ne peut rien en faire. Hein. Si vous dites ce programme calcule la racine carrée dans un commentaire, par exemple, je ne peux strictement rien en faire, rien prouver quoi que ce soit à partir de ça.
Par contre, ce qu'on sait maintenant un petit peu, c'est que la spécification et le type d'un programme, si on les met en adéquation, si on dit que c'est vraiment la même chose, et c'est le point clé, je dirais, des gens qui font des preuves formelles, alors là, effectivement, on fait un pas en avant. Parce que, par exemple, pour racine carrée, on peut dire que c'est une fonction qui va de float vers float. Donc ça, on l'avait déjà vu. Malheureusement, ça apporte de l'information, mais pas assez, parce qu'il y a une infinité de fonctions qui vérifient ça. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est plutôt une spécification qui soit totale. Alors évidemment, j'ai oublié la condition qui c'est qu'elle était vraiment totale ici. Vous avez compris. Ici, la condition, donc il manque que f de x soit positif. Parce que si vous dites la fonction f telle que f de x fois f de x égale x, il y en a deux qui vérifient ça. Il y a racine carrée et puis il y a moins racine carrée aussi. Donc là, il manque une condition. Je crois que je l'avais mis dans mon slide d'intro. Je l'avais corrigé, mais je ne l'ai pas corrigé ici. Donc, on n'a pas oublié cette condition ici. Et là, effectivement, donc, si vous rajoutez la condition f de x est positive, alors effectivement, il n'y en a qu'une fonction qui vérifie ça, c'est bien racine carrée. Et c'est ce qu'on veut, d'accord? L'idée, c'est d'écrire des fonctions, enfin des spécifications qui spécifient vraiment une unique fonction, véritablement, et de montrer que la fonction dont vous avez écrit le code un peu plus loin, obéit à cette spécification. Et c'est ce que va faire exactement la preuve. C'est quoi? Pour tout x, quoi? C'est on. Il y a beaucoup de on dans ta phrase, Guilhem. Ah, ok. Ok. Alors l'épreuve, donc l'objectif, bien évidemment, on l'a déjà dit, c'est de mettre en adéquation le programme et la spec, et d'apporter donc une garantie de l'exécution de notre programme, véritablement. Je vous l'avais un petit peu dit aussi, c'est plus simple de faire de la preuve sur des programmes fonctionnels. Alors pourquoi? Parce qu'une fonction, ça renvoie un résultat, et il est très facile de qualifier, de caractériser ce résultat. Alors que les langages impératifs, c'est un peu compliqué comme sémantique. En gros, ils font des effets de bord sur la mémoire. Et ce que je dois considérer, c'était plutôt des états de mémoire, plutôt qu'une seule variable, comme dans les programmes fonctionnels. Donc je dois caractériser ça avec une évolution de ces effets de bord, et c'est pas immédiat. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'outils sur le fonctionnel. Une bonne partie est utilisée, on va dire construit par le monde académique. Coq utilisé donc en France, vous l'avez dit, HOL, ça dépend, là, c'est un peu Grande-Bretagne, Isabelle HOL aussi en Allemagne, et PBS, c'est utilisé par la NASA, par exemple. C'est fait par le SRI, donc en Californie, et la NASA paye un certain nombre de budgets chaque année pour le développement de PBS. Et il y a l'atelier B, donc pour l'impératif, il y a l'atelier B, alors qui n'est pas anecdotique, il n'y en a pas beaucoup d'outils, mais en tout cas celui-là n'est pas anecdotique, parce qu'il provient vraiment de l'industrie, pour le coup. C'est Alstom à la base, qui est à l'origine de l'atelier B, et maintenant c'est développé par Clearcy, qui est une boîte, une PME, on va dire, qui a trois sites en France, un Lyon, à Paris, et puis à Aix-en-Provence, et qui développe l'atelier B. Et qui développe un certain nombre de choses, donc en particulier le ferroviaire, mais pas que. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut automatiser le processus? Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, vous êtes au courant, la logique du premier ordre est indécidable, elle est semi-décidable de manière générale. Lorsque le tram de Montier contient du coq, à mon avis, non, mais je pense pas, non. Dans le ferroviaire, on va dire, enfin dans le ferroviaire, dans le métro, dans les métros, etc., la plupart du temps, c'est plutôt de la méthode B, mais c'est plutôt sur des lignes automatiques, exactement comme disait Guilhem. Voilà, c'est des lignes automatiques et qui ont parfois des besoins un peu spécifiques aussi, c'est-à-dire que faire des lignes automatiques, on va dire sans preuve formelle, on en faisait avant l'atelier B, d'accord, on savait faire. La première ligne, une des premières lignes, c'est celle de Lille d'ailleurs, je crois, par là. Historique en tout cas. Mais ce qu'on a su faire, par exemple sur la ligne 14 à Paris, le projet Météor, c'est surtout d'avoir des lignes automatiques qui tolèrent en fait que des humains viennent troubler leur quiétude, d'accord. Donc en gros, on a des rames automatiques sur toute la ligne, et puis il y a un être humain qui décide de prendre une rame et puis de se mettre dans le système.
Et ça fout un sacré bordel, comme on dit, dans tous les systèmes automatiques pour lesquels c'est pas prévu. Sachant que l'humain peut faire ce qu'il veut, il peut s'arrêter, il peut freiner, il peut accélérer, en faire des trucs qui sont pas vraiment prévus par le système. Et donc la ligne Météore, c'est ça qu'elle avait réussi à faire, c'est-à-dire tolérer des rames humaines, entre guillemets, dans un système purement automatique. Et ça, c'était pas évident à l'époque, en fait. C'était vraiment un petit tour de force, finalement, et ça a été entièrement modélisé en B. Ouais. Alors, oui, bon, le problème n'est pas décidable, comme je dis, mais certains fragments le sont. La logique propositionnelle est décidable, classique et intuitionniste d'ailleurs, d'accord. Alors rappelez-vous, en coq, il y a la tactique Toto, qui approuve tout ce qui est logique propositionnelle, donc en coq. Il y a l'arithmétique. En coq, c'est la tactique oméga qui existe. Il y a les réels aussi qui sont décidables. Alors, décidable ne veut pas dire, comme j'ai dit souvent, hein, efficace, hein, d'accord. Historiquement, je dirais l'algorithme qui permet de résoudre ces systèmes d'équations et d'inéquations polynomiales, c'est l'algorithme de Tarski. Et il est triplement exponentiel à la base, hein, historiquement. Donc inutile de vous dire qu'avec 3-4 variables, déjà le système est déjà en train de mouliner pour 200 millions d'années. Donc il ne sert à rien, quoi. Enfin, bon, c'est décidable, c'est beau, c'est un beau résultat théorique, mais qui ne sert pas à grand-chose. Et puis la géométrie est décidable aussi. Bon, voilà, c'est décidable parce que on peut traduire en fait tous les problèmes géométriques en système d'équations et d'équations polynomiales et utiliser Tarski par exemple. On ne sait pas ce qu'on fait généralement en géométrie. Les gens qui travaillent sur la géométrie et les preuves automatiques en géométrie utilisent d'autres techniques qui sont quand même plus efficaces que Tarski. Alors, une preuve triviale qu'on avait déjà vue. Ok, je me donne une spec, d'accord, une fonction f telle que f de x est égal à x fois x. Après le g qui est égal à x fois x, d'accord. Bon, on voit bien qu'il colle à c quand même. Puis après, je dois démontrer que g colle à la spec. Bon, bah, je remplace f par g dans la spec, je déplie la définition de g, et puis après, je me retrouve avec un truc trivial à démontrer, d'accord. Ça, c'était votre première preuve de programme, si vous vous souvenez bien, que j'avais mis. Puis après, je vous avais dit, attention, les choses ne sont pas si simples. Quand on fait de la preuve de programme, quelquefois, ça ne colle pas forcément, d'accord. Ça colle en fait très bien lorsque la spec est très calculatoire. Ici, la spec est un peu calculatoire parce qu'elle donne déjà la façon de ce qu'on veut faire. Et alors qu'ici, on voit bien qu'on a pris un chemin un petit peu de traverse. Hein. Ici, h de xi, ça fait x plus x plus x i fois, et puis après, g de x, c'est h de x. Et donc, mettre les deux en adéquation, bah, c'est moins immédiat, et il faut faire l'induction. D'accord. Et je vous avais dit ça, hein, mais la question, c'est laquelle, hein. On commence à comprendre, on a vu un peu de coq, on a vu les types inductifs, en tout cas en coq, les semaines précédentes, et on a vu que l'induction, il n'y avait pas qu'une. Il y avait l'induction structurelle, il y avait l'induction fonctionnelle, on a vu le functional scheme qui débarquait. En fait, de manière générale, même, il y a une induction encore plus générique qui va en venir subsumer les autres, c'est l'induction bien fondée. Dont on va voir un petit peu aujourd'hui. Et du coup, bah, il faut l'induction aller un petit peu à tous les étages, surtout quand subsumé, ouais, enfin, bah, tu vois, un peu comme le Seigneur des Anneaux, tu vois. Il y a un anneau qui les gouverne tous. Bah voilà, c'est ça. One ring to rule them all, et ben voilà, il y a une induction qui les rule them all, c'est l'induction bien fondée. D'accord. C'est elle la plus générale, en fait, d'une certaine manière. Et l'induction structurelle, l'induction fonctionnelle, dont je vous ai parlé, dont on va reparler aujourd'hui d'ailleurs, sont des cas particuliers de cette induction bien fondée, en fait. D'accord. Mais je crois que vous l'avez probablement déjà vu. Alors, parfois, dans les cours d'outils mathématiques pour l'informatique, vous voyez un truc qui s'appelle l'induction, on va dire, structurelle. Je crois qu'il l'appelle comme ça. Ou l'induction, on va dire, naturelle. Je ne sais pas comment il l'appelle. Et puis après, ils appellent une autre qui est l'induction généralisée, où en fait, au lieu de supposer que c'est vrai en n, au rang d'avant, on va dire, ils supposent que c'est vrai pour tous les rangs d'avant, en fait. Et ça, ils vous disent, ah, mais c'est l'induction généralisée, c'est vachement plus général. En fait, non,
c'est pas forcément beaucoup plus général, c'est juste un cas particulier de l'induction bien fondée, d'accord? Mais qu'on voit bien là, parce que on va voir l'induction bien fondée tout à l'heure, et effectivement, cette induction généralisée, c'est un cas particulier pour les entiers, hein, d'accord? Mais c'est vraiment une instance de l'induction bien fondée, véritablement. Donc on va le voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi qui veut dire ça? Penser un objet individuel comme compris dans un ensemble. Oui, c'est ça. Oui, ok. Subsumer, tu parles, c'est ça? Ok, d'accord. Oui, bah écoute, tu vois, les gens utilisent, pour définir subsumer, ils utilisent cette définition en philosophie. Moi, j'utilise le Seigneur des Anneaux. Donc chacun ses références, en fait. Alors, donc du coup, effectivement, l'induction, j'espère vous convaincre un peu que c'est un petit peu au centre de beaucoup de formalisation, en tout cas. En mathématiques aussi, en fait, dès qu'on définit les choses, on aime beaucoup définir les ensembles par induction. Ça se fait aussi assez souvent. Peut-être moins qu'en informatique, hein, ils ont moins de structures récursives que nous, mais en tout cas, ça se fait. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment à la base. On a des types inductifs, donc pour les types de données, on l'a vu, par exemple les entiers naturels. Pour spécifier les comportements, on a des relations inductives. D'accord, on va le voir aujourd'hui. Par exemple, bon, on va le voir aujourd'hui. Et on est capable d'écrire des fonctions récursives. Et lorsqu'on veut mettre en adéquation les fonctions récursives et leur comportement, on va dire leur spécification, et ben on va faire des preuves par induction. D'accord. Donc vous voyez, hein, induction, récursion, j'utilise de manière assez interchangeable en fait. Beaucoup de gens essayent de mettre des nuances entre ce qui est calculatoire, ce qui ne l'est pas. On s'en fiche un peu, en fait, il faut savoir ce qui est calculatoire ou pas. On se doute bien, par exemple, que les fonctions récursives sont calculatoires, les relations inductives ne le sont pas, les types inductifs ne le sont pas, c'est des données. Mais on voit bien, effectivement, que juste tout ce même monde, effectivement, on vit dans le même monde, on va dire, mais décliné à différents niveaux, soit les données, soit les spécifications, soit les programmes. Et l'induction, on va voir effectivement, les preuves par induction aussi ont des comportements calculatoires. Je vous ai dit en fait en coq qu'on fait des preuves donc, par induction ou des preuves tout court, grâce, on va dire, à cette vision de la logique intuitionniste qu'a Coq, on a la possibilité de voir les preuves comme des fonctions. D'accord. Et donc, lorsque vous faites une preuve par induction, en fait, moralement, derrière, vous écrivez une fonction récursive. Donc ça, on le verra effectivement dans un cours, peut-être la semaine prochaine. Oui, c'est peut-être la semaine prochaine. On verra effectivement dans un cours dédié à ça, où je vais vous faire voir un petit peu l'isomorphisme de Kuroda. Et effectivement, dans ce cours-là, je vais vous montrer que prouver et programmer, bah, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre prouver et programmer. Donc, quand vous faites une preuve par induction, vous écrivez « Ah, il n'y a pas quoi la semaine prochaine ?» Ah, c'est possible. C'est possible. Ah oui, oui, c'est les examens. D'accord. J'avais dit que peut-être que je rattraperais, mais je ne sais pas si vous avez des... comment dirais-je des... tu es au rattrapage, d'accord. Bon, on va en reparler tout à l'heure. On va voir si je peux rattraper ou si je ne rattrape pas, tant pis, je rattraperai plus tard. Ok. Donc voilà, donc l'induction est vraiment un moyen idiomatique de formalisation dans beaucoup d'outils, et c'est le cas de Coq. D'accord. Alors, du coup, il faut que l'outil nous aide. C'est bien beau de dire, OK, il nous faut l'induction à tous les étages, très bien, super. Ça, on veut bien, mais comment l'outil peut nous aider? Alors, l'outil Coq, vous l'avez vu, je pense qu'on a vu un premier cours sur les... Même, on a fait un cours sur les types inductifs, nous aide. Regardez, dès que vous définissez, par exemple, je sais pas, l'ensemble des entiers naturels, il vous génère les schémas d'induction automatiquement. D'accord. On peut en gérer aussi des nouveaux. Par exemple, avec Functional Scheme. Vous avez vu que Functional Scheme vous donnait un nouveau schéma d'induction qui suivait trait pour trait, enfin, comportement par comportement, le comportement d'une fonction, justement. Et l'inversion est très importante aussi. C'est-à-dire que lorsque vous avez un type inductif en hypothèse,
Vous vous rappelez, on est capable de remonter le type et de faire ce qu'on appelle inversion, grâce à la tactique inversion. Cette tactique inversion a fait l'objet d'un vrai travail en coq, c'est-à-dire que du temps où je passais encore ma thèse dans l'équipe coq, la thèse sur la tactique inversion, il y a eu une thèse entière, donc 3 ans, une personne a travaillé 3 ans sur la tactique inversion. Avant cette thèse-là, donc la personne, quand j'étais en thèse, finissait la thèse en fait sur ça. Avant cette thèse-là sur l'inversion, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous aviez un type inductif en hypothèse, que vous vouliez remonter selon une règle du type inductif, il fallait faire écrire un lemme d'inversion. Vraiment. Il fallait écrire tout un tas, tous vos lemmes d'inversion à la main, et les démontrer. Et une fois démontrés, vous pouviez utiliser ces lemmes qui vous permettent exactement de faire ce que fait la tactique inversion automatiquement. Donc attention, le support pour l'induction en coq, il n'est pas anodin. Vous voyez, par exemple, une tactique a mis quand même 3 ans à être implémentée. Alors, ce n'est pas juste un problème d'implémentation, hein. C'est aussi un problème théorique, vous l'avez compris. C'est juste qu'il y a aussi beaucoup de boulot théorique derrière pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec l'inversion? Oui, le cas de l'inversion, effectivement, tous les cas sont possibles, bien sûr. Tout est géré, tous les cas possibles, tous les cas de type inductif possibles sont gérés avec cette tactique-là. Donc c'est pas juste, ne voyez pas l'induction uniquement sous l'œil de induction ou élime quelque chose qui déclenche l'application du schéma d'induction. Vous voyez aussi que l'inversion et tout un tas d'autres choses sont derrière aussi et nécessitent des travaux considérables à la fois théoriques et pratiques. Alors, du coup, donc voilà, donc là je vous ai mis un petit peu aussi tout un tas d'autres systèmes, alors formels qui existent, à la fois des systèmes, on va dire théoriques, et des outils correspondants. C'est pas un complémentaire, l'inversion, c'est vraiment un type inductif, on ne le touche pas dans l'inversion, si tu veux. C'est vraiment c'est le même type inductif, inversion ou pas. C'est juste que l'inductif, il n'est pas placé au même endroit. Quand il est en conclusion, on fait une induction. Quand il est en hypothèse, il a une polarité inversée. D'accord? Donc, si tu veux appliquer une sorte de apply, en fait, en hypothèse, forcément, tu es obligé d'inverser ton application. D'accord? Quand tu es en conclusion, tu fais apply, et puis quand tu es en hypothèse, tu ne peux pas faire apply. D'accord? Donc, d'où le terme inversion, d'une certaine manière, puisque tu changes la polarité du type inductif. Le type inductif, lui, il ne change pas. D'accord? Oui, on l'avait fait pour IS 23, exactement. Exact. Ok, alors, bon, du coup, donc les systèmes formels qui ont l'induction, il y en a plein. Alors, je parle de système théorique, là, d'accord? Je ne parle pas d'outils. Donc, il y a Gödel, par exemple, qui a travaillé sur des systèmes avec l'induction. Le système T de Gödel existe. La théorie des types de Martin-Löf, donc je vous ai parlé de Martin-Löf tout à l'heure, hein, c'est lui qui a fait une des premières théories de type, on va dire, un peu élaborée. Alors malheureusement, il a fait une première théorie de type qui avait un paradoxe dedans. C'est pas rare hein, de faire des paradoxes. Hein. Frege a fait ça, Cantor a fait ça aussi. La première théorie des ensembles de Frege et de Cantor était incohérente. Hein. Donc c'est tout à fait normal de faire des théories incohérentes. Hein. En tout cas, ça a été patché, bien sûr. Et il y a par exemple aussi le calcul des constructions inductives de Cocan, Huet et Paulin. Et vous l'avez compris, ce calcul-là, le calcul des constructions inductives, c'est celui de Coq. Okay. On va dire la métathéorie de Coq. C'est le calcul des constructions inductives. Alors, je ne vous ai pas présenté ce calcul-là hein, en détail. Normalement, en gros, c'est quoi? C'est toutes les constructions de Coq avec leurs règles de typage, etc. Et donc, si vous allez dans le manuel de Coq, ça y est, hein, le système est présenté. Hein. Je pense qu'il y a un chapitre entier sur le calcul des constructions inductives. Et vous avez tous les détails techniques sur la métathéorie de Coq, en tout cas. Alors, du coup, il y a des outils un petit peu dédiés. Alpha repose sur, par exemple, la théorie des types de Martin-Löf. Lego et Coq reposent plus sur le calcul des constructions inductives de Cocan, Huet et Paulin. Voilà, donc il y en a un certain nombre d'autres. Alpha repose sur la théorie des types de Martin-Löf et reprend un certain nombre d'idées du système T de Gödel, où il y avait des récurseurs. Donc, Gödel, en fait, avait un certain nombre de choses. Il prenait des récurseurs, enfin, il définissait des récurseurs. Bon,
c'est intéressant. Enfin, voilà, il faut voir ces théories une fois dans sa vie lorsqu'on est intéressé par ce genre de choses. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est l'induction, ok, ça nous permet de formaliser plein de choses, mais ça vient d'où? Ça date de quand? Bah, mine de rien, l'induction, finalement, c'est assez récent. Hein. Finalement, ça fait quand même 4000 ans, on peut dire presque, qu'on fait des maths. Et on en fait de manière correcte, en tout cas en utilisant l'induction, que depuis 3 siècles, je vous l'avais dit. Hein. La formulation, la première, en tout cas, c'est Pascal, avec son traité, dans son traité du triangle arithmétique, et puis Fermat avec la descente infinie. Alors, je crois que je vous en avais un petit peu parlé. Et en fait, Fermat, et les deux sont contemporains, hein, Pascal et Fermat. Ils l'ont inventé à peu près au même moment. Alors, c'était pas, à l'époque, ils n'appelaient pas ça induction, évidemment. Fermat appelait ça la descente infinie, et typiquement, la descente infinie, Fermat voulait la utiliser la première fois pour démontrer son théorème de Fermat, le grand théorème de Fermat, mais pas pour toute n, hein, pour n égale 4. Donc pour n égale 4, c'est qu'il n'existe pas x, y, z tel que x4 plus y4 égale à z4. Et ça, c'est un théorème qui se déduit très aisément d'une autre preuve d'un théorème qui a résisté pendant longtemps, qui est le 20e problème de Diophante. Donc Diophante, ça date à peu près 200-300 avant Jésus-Christ, je pense, ou peut-être après Jésus-Christ, je ne sais pas. Je fais peut-être 600 ans. Je crois que personne ne sait vraiment, Diophante, quand est-ce qu'il a vraiment vécu. Et donc Diophante, il avait un problème, il s'était posé un problème en disant, est-ce qu'un triangle rectangle dont les côtés sont mesurés par des entiers peut avoir aussi une surface mesurée par un carré? Donc ça revient à dire, j'ai un triplet pythagoricien, donc x, y, z, qui sont des entiers tels que x2 plus y2 est égal à z2, et je veux aussi que donc la surface, l'aire du triangle rectangle, soit mesurée par un carré, donc ici T2. Donc voilà, donc il voulait savoir si ça existait. Ouais, voilà, peut-être 2e, 3e siècle, ouais. Mais je crois qu'ils ont des doutes, hein, sur où, quand il a vraiment vécu, Diophante d'Alexandrie. Et donc du coup, Fermat a résolu le problème de Diophante par la négative. Il a réussi à montrer qu'en fait non, il n'y avait pas 4 entiers x, y, z, t tels que on a ces deux propriétés. Et donc pour faire ça, comment il a fait? Il a dit ok, très bien. Je vais vouloir démontrer le problème en rang n, et je vais travailler un petit peu au corps, ce problème en rang n, et je vais montrer que ça revient en fait à résoudre exactement le même problème en rang n-1. D'accord? Et c'est pas dur, hein, c'est pas dur. Il faut juste modéliser quelques petites choses autour des triplets pythagoriciens, mais admettons que si on a toute cette partie-là, honnêtement, c'est quelques petites choses, quelques petites manipulations mathématiques. Et du coup, si on doit le faire en n-1, vous l'avez compris, comme n est un entier, c'est pas trop possible, parce qu'à un moment donné, on est borné par 0. Donc du coup, c'est le principe de la descente infinie. Vous voyez, il disait que non, on ne peut pas avoir une descente infinie, justement. Et donc si on ne peut pas avoir une descente infinie, c'est que le problème est faux. Et qu'il n'existe pas, de 4 entiers de cette manière. Alors, la descente infinie résout des problèmes de la forme il n'existe pas un x tel que... Alors, il y a une typo. Non, c'est pas une typo, c'est un ellipsis barré. Il n'existe pas, d'accord? Oui, je pourrais mettre un nom devant, oui, c'est vrai. Oui, ça n'existe pas, oui. Bon, on le trouve parfois, cette notation en mathématiques quand même. Je pense qu'elle est plus mathématique d'ailleurs qu'autre chose. Donc, il n'existe pas de x tel que p de x, donc c'est pas une typo. Mais c'est la contraposée en fait du schéma habituel. Hein. La contraposée de il n'existe pas x tel que p de x, c'est pour tout x p de x, en fait. D'accord? Donc, non, c'est bon. Alors, du coup, c'est vraiment équivalent à ce schéma habituel. D'accord. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est une preuve cette preuve de Fermat est quand même un petit peu chargée d'histoire, en fait, si on regarde bien. C'est la première vraiment utilisation d'induction. Historiquement, c'est dans une vraie preuve, en fait. Parce qu'en fait, Pascal, dans son traité de l'arithmétique, il l'utilisait pour calculer les coefficients binomiaux, etc. Donc, c'était pas vraiment une preuve, on va dire. Là, on a une vraie preuve mathématique avec une vraie utilisation d'induction qui est, pour une fois, on va dire, correcte. Parce qu'avant, on utilisait l'induction, je vous l'avais dit, hein, en disant c'est vrai en rang 0, c'est vrai en rang 1, en rang 2. Bon,
ça serait quand même un peu bizarre que ça soit au rang 4, 5 et 6 et 7. Donc voilà, donc c'était évidemment, vous l'avez compris, c'était des preuves fausses qu'on faisait, surtout. Et donc là, alors c'est une preuve chargée d'histoire pour ça, déjà, on faisait une vraie induction. Du coup, maintenant, l'induction qu'on faisait avant, on appelle ça induction mathématique, d'accord? Ce qui est l'induction qui est erronée, entre guillemets. Et maintenant, on parle d'induction tout court, en fait, véritablement. Et on résolvait, effectivement, ben voilà, j'ai mis le problème de Diophante, 250 après Jésus-Christ. Bon, ok. Bon, peut-être qu'il a vécu 300, peut-être qu'il a vécu aussi à 200, 300 avant Jésus-Christ, peut-être qu'il a vécu 600 ans, Diophante. Il a peut-être découvert une fontaine de Jouvence, on ne sait pas. Et donc, ce Fermat a résolu aussi un problème de Diophante qui était quand même assez non résolu depuis quand même pas mal de siècles. Et on utilisait aussi, dans cette preuve, on utilisait aussi les triplets pythagoriciens. C'est-à-dire la formulation, on doit utiliser un petit peu des formules en fait, qui permettent de générer tous les triplets pythagoriciens. Et ça, c'est pas immédiat. D'accord. Et donc, Euclide les avait effectivement étudiés assez fortement, 300 avant Jésus-Christ, mais surtout les Babyloniens, donc 2000 ans avant Jésus-Christ, qui eux on a retrouvé des tablettes mésopotamiennes qui permettaient de calculer, je ne sais plus combien il y a de tablettes mésopotamiennes, je crois qu'il y en a une vingtaine peut-être, qui permettent de calculer des triplets pythagoriciens. Donc ils savaient calculer ça leur servait en tout cas. Et donc, si ça vous intéresse, allez voir la preuve que j'ai faite avec une collègue il y a très longtemps maintenant, enfin il y a un petit bout de temps maintenant. Donc en coq, dans les contribs de coq, vous verrez, il y a la preuve du théorème de Fermat et du 20e problème de Diophante. Voilà. Bon, allez, donc on va se faire un premier petit exemple. Ah, mais c'est quoi ce N qui est pourri là? Vous nous avez déjà fait le coup, je crois. Chez vous, il est pourri le N aussi? Ouais, non. Ah là là, ça c'est vraiment... C'est conversion de BBB vers... Je ne sais même pas pourquoi il convertit ça dans un autre format et pourquoi il ne prend pas mon PDF. Il est complètement fou. On dirait un N de l'univers de Mario, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est du pixel art. Ouais. Bon, c'est l'ensemble N des entiers naturels, vous l'avez compris. Alors, on va se prendre un premier petit exemple en fait, de preuve de programme, en fait. Hein. On va suivre véritablement toujours le même, comment dirais-je, le même processus. On va d'abord donner la spec et la fonction. Okay, et ensuite, on va faire la preuve d'adéquation entre les deux. Donc, on est là pour faire de la preuve de programme. Et voilà, hein, d'accord, donc il faut y aller. Alors, comment ça marche? N après vaccin. Ah, non, mais c'est pas bien, Jérémy. C'est pas N après le vaccin, c'est N après le vaccin AstraZeneca, c'est pas pareil. Bon, bref. Allez, donc l'aspect de... Alors, qu'est-ce que je veux faire dans ce premier petit exemple? Je veux calculer la somme des N premiers entiers. Bon, c'est pas très compliqué. Je veux... donc voilà, donc de 0, je pars de 0, hein, 0, 1, 2, 3, 1 jusqu'à N, et je dois calculer la somme des N premiers entiers. Alors, je me pose la question de spécifier le comportement de ma fonction dans un premier temps. D'accord? Donc, la plupart du temps, ce qu'on va essayer de faire, en tout cas, il y a plusieurs possibilités pour faire ça, je vous le dis. Hein. Pour la somme des n premiers entiers, on a la possibilité d'avoir un point de vue très calculatoire, comme je vais avoir ici, en disant, OK, je vais spécifier la relation is-sum, par exemple, qui va mettre en relation, donc vous voyez, il y a un couple là d'entiers hein, autour de ces deux n bizarres. Hein. Donc le premier n, en fait, c'est l'argument de ma fonction, moralement, hein, dont je cherche à calculer la somme des n premiers entiers. Et le deuxième, c'est le résultat. D'accord. Donc en gros, vous l'avez compris, is-sum sera vrai si le résultat ici, en deuxième argument, est bien la somme des n premiers entiers du premier argument. D'accord. Et c'est comme ça que je vais essayer de modéliser mon prédicat ou ma relation is-sum qui va mettre en relation justement un argument et son résultat. Et du coup, je la définis comment, cette relation de mise en adéquation entre le résultat et l'argument, enfin les paramètres.
Eh bien, par induction, vous avez compris, c'est une relation, un vrai type inductif, hein, défini avec inductive, le fameux mot-clé inductive en coq. Hein. Donc là, je n'ai pas mis de coq, hein, c'est vraiment des mathématiques d'une certaine manière. Et qu'est-ce que je dis? J'ai deux cas. Soit n vaut 0, soit, vous l'avez compris, il vaut successeur de n. C'est vraiment une induction qui est faite sur le premier argument, vous voyez là, de is-sum, d'accord? Dans le cas où n vaut 0, la somme des 0 premiers entiers, bon, c'est pas très compliqué, c'est 0. Ok. Et regardez bien le premier cas, hein, c'est ce qu'on appelle une clause inductive. Voyez-le, et il faut le voir comme ça, mais c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est un axiome. D'accord. Véritablement, c'est un axiome que je vais pouvoir utiliser. Is-sum de 0, 0, pour moi, je n'ai pas besoin de savoir, de le démontrer. C'est vrai. L'induction, le type inductif tel que je le note comme ça, rappelez-vous, quand je mets des relations inductives, chaque clause de l'inductive, en tout cas quand c'est une relation, je parle de relation inductive, hein, sont des propriétés que je considérais comme étant vraies. Donc c'est pour ça qu'en Coq, si vous vous souvenez bien, il les nomme en fait, il met des constructeurs ici. Pourquoi? Parce que derrière, il veut pouvoir faire apply. D'accord. Rappelez-vous par exemple de is7. On faisait apply de is7.0, apply de is7s, etc. Donc on va, en Coq, on va les nommer. Alors, deuxième propriété, c'est le cas successeur. Hein, d'accord. Donc, le cas successeur, il y a un appel récursif. D'accord. Je ne peux pas faire juste le cas successeur, je dois me rappeler récursivement sur le n. Et comment je fais cet appel récursif? Eh bien, je le mets avec un si, vous voyez. Si je sais que le résultat de la somme des n premiers entiers, c'est s, ok. Alors, la somme des successeurs de n, cette fois-ci, c'est s, bien sûr, plus leur dernier élément, c'est-à-dire successeur de n. Et ça me définit exactement le comportement de la somme des n premiers entiers, en fait, véritablement. Vous voyez, j'ai pas écrit de fonction, hein, c'est pas une fonction, c'est une relation inductive, mais j'ai défini ce que, a priori, j'entends par le comportement des n premiers entiers. Alors, peut-être que vous allez me le dire, je ne sais pas. Alors, vous allez me dire, monsieur, vous avez un point de vue très calculatoire. Oui, c'est vrai. Là, j'ai calculé d'une certaine manière. On voit bien, il y a un peu de calcul, il y a un appel récursif, on voit bien. Hein. Les gens qui font un peu de prologue, par exemple, je crois que vous n'êtes pas parmi ces gens-là, mais on va dire, les gens qui font du prologue vont me dire, mais attends, là, si j'exécute ça en programmation logique, je vais avoir la fonction qui fait la somme des n premiers entiers. C'est vrai. Mais je suis du l'autre côté de la barrière. Là, je suis côté spécification. Je n'ai jamais dit, j'insiste bien, que les spécifications peuvent être des choses exécutables. D'accord. Alors, quand je dis exécutable, en Coq, ça ne l'est pas. Hein. Soyons clairs, ça, la relation inductive définie comme ça, Coq ne considère pas ça comme étant quelque chose d'exécutable du tout. D'accord. Par contre, si je prends cette même relation, je la mets dans Prolog, Prolog me dit « Ah, mais il n'y a aucun souci, moi je t'exécute ça sans aucun problème. » D'accord. Donc, tout dépend vraiment du paradigme, on va dire, dans lequel vous êtes. Là, malheureusement, en Coq, on est dans un paradigme purement fonctionnel, purement lambda calcul, et donc ça ne s'exécute pas. Okay, ce n'est pas calculatoire. Alors, il y a à titre indicatif, il y a quand même des systèmes où on a les deux. C'est des bons systèmes, ça. Par exemple, il y a Lambda Prolog, il y a un truc qui s'appelle Lambda Prolog, où vous êtes capable à la fois d'exécuter les fonctions, d'accord. Donc, c'est la partie lambda de Lambda Prolog, et exécuter également des relations inductives. Et donc là, c'est la partie prologue de Lambda Prolog. Ça, c'est vraiment des systèmes assez intéressants qui permettent, qui ont vraiment ces deux, qui mélangent à la fois exécution des relations et des fonctions. C'est vraiment très intéressant, mais ce n'est pas le cas de Coq. Alors, Yanis, tu as une question. Pourquoi on relance sur S en fait, je relance pas vraiment, disons que, enfin, je ne sais pas ce que tu appelles relancer, mais si n c'est la somme des n, si S c'est la somme des n premiers entiers, pour faire n plus 1, la somme des n plus 1 premiers entiers, je prends S et je rajoute n plus 1 dessus, c'est tout. D'accord. C'est aussi simple que ça. Tu vois? Tu es d'accord que si S est la somme des n premiers entiers, je le mets en hypothèse, hein, il y a un si là, si tu regardes bien, il y a un si. Alors la somme des n plus 1 premiers entiers, c'est juste S plus n plus 1.
Je rajoute le dernier élément, tout simplement. Ça va? Ouais, bon, ok, ça veut dire ça va, mais non, pas vraiment. Mais je verrai plus tard. Alors, la fonction, bah là, elle va pas vous, celle-là, je pense qu'elle va pas vous surprendre pour le coup. C'est la fonction classique des n premiers entiers, récursive, hein, on est en coq, n'oubliez pas, on est en langage fonctionnel, donc c'est la récursion. Si n vaut 0, ça rend 0, et si n vaut successeur de p, alors c'est f de p plus successeur de p. Ok, l'appel récursif se fait ici classiquement. Ok. Attention, on est en coq, enfin, on vise coq, on va dire. Ici, les entiers naturels que j'ai, je les vois à la piano, hein, d'accord. L'idée, c'est qu'ensuite, on fasse ces preuves-là en coq. Donc, on voit les choses à la piano, donc pas de n-1, des choses comme ça, d'accord. Rassurez-vous. Enfin, je vous rappelle que le n-1, c'est l'ennemi de piano, d'accord. C'est même l'ennemi des entiers naturels, d'accord. Il n'est pas défini tout le temps. Donc, comment coq fait, il dit qu'il a 2 cas, 0 et successeur. Et du coup, le prédécesseur de successeur de P, c'est P, tout simplement, ici, dans ce cas. D'accord. Donc, pas de n-1, des choses comme ça, qui nous embêtent plus qu'autre chose. Bon, on a l'aspect qui est la fonction. Donc, vous l'avez compris. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est une preuve, hein, d'accord. Bon, on y va. Alors, preuve de quoi déjà? Preuve de correction. Alors, on peut faire une preuve de correction, une preuve de complétude. La complétude, c'est dans l'autre sens. Hein. Bon, c'est pas beaucoup plus compliqué. On va faire la preuve déjà de correction. L'idée, en tout cas, de tout le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire une preuve de correction. C'est-à-dire que si, on regarde bien, hein, si la fonction f de n renvoie un résultat, ici S, d'accord, alors effectivement, n et S sont en relation dans la relation ISSUM. C'est-à-dire que le S est bien la somme des n premiers entiers. D'accord. Donc, si on arrive à démontrer ça, alors on a démontré quoi? Que la fonction est correcte vis-à-vis de la spécification ISSUM. C'est tout ce qu'on a démontré. On n'a pas forcément démontré que c'était la somme des n premiers entiers, d'une certaine manière, parce que ça se trouve, ISSUM est buggé. Bon, là, on va se faire confiance, hein. Elle n'est pas buggée. Mais n'oubliez pas, ce terme de correction montre l'adéquation de f ISSUM avec ISSUM. OK. Il ne fait pas plus que ça. Beaucoup de gens disent « Ah, si je l'ai montré ça, alors f est bien la somme des n premiers entiers ». Ou attention, il ne faut pas avoir une confiance overkill sur vos spécifications. Elles peuvent être buggées. Et là, il n'y a aucune possibilité, j'insiste bien, pour repérer les bugs de spécification. D'accord, j'insiste bien. Si vous, comment dirais-je, si vous spécifiez par exemple qu'un ascenseur doit s'arrêter un étage sur 2, moi je suis capable de vous donner du code qui est complètement conforme à cette spécification. Et vous allez me dire, mais attendez, votre preuve, elle est complètement buggée. Non, la preuve est bonne. L'ascenseur va s'arrêter un étage sur l'autre. C'est juste votre spec qui est pas bonne, d'accord. Et ça, la spec, il n'y a rien à dire. La spec, c'est vous qui la donnez, d'accord. Donc elle peut être buggée, votre spec. J'insiste bien. Et ces bugs de spec, ça, les preuves formelles, ou on va dire les modélisations formelles, ne traquent pas ça, d'accord. C'est un petit peu, c'est votre cahier des charges. On n'est pas là pour dire, tiens, ce cahier des charges, il est bien. Enfin, personne va dire, un ascenseur, non, ça doit s'arrêter tous les étages, un étage sur 2, c'est pas bien. On n'en sait rien. Enfin, je veux dire, Coq n'est pas là pour... donc, en tout cas, les preuves de correction mettent bien les deux en adéquation, véritablement. Et ça, par contre, c'est véritablement l'apport des preuves formelles. Dire, j'ai une fonction, j'ai une implémentation, et là, elle colle à ma modélisation et à ma spécification. Et ça, c'est dur à faire. La plupart du temps, les gens font des tests, etc. Et on sait très bien que ça, c'est le début de la fin, d'accord, les tests. C'est pas beau. Alors, comment on fait la preuve? On a fait une relation, l'aspect a été défini par une relation inductive, la fonction a été définie par récurrence. Bon, vous l'avez compris, on va faire une preuve par induction. Alors, on va utiliser le lemme classique, en fait, enfin le schéma d'induction classique structuré sur les entiers naturels. Je vous l'ai remis là. Bon, je crois qu'il ne vous surprend pas. C'est vrai en 0. Si c'est vrai en n, c'est vrai au rang d'après. Et si c'est le cas, c'est vrai pour tout n. Okay, donc ça, c'est le schéma que vous connaissez habituellement. Je ne reviens pas là-dessus. Dans notre cas ici, de notre fonction, le P de n,
qui est ce P-là que vous mettez en argument, ben c'est tout ça. C'est toute la fonction avec le pour tout dedans. Okay, c'est pour tout S, blablabla. Bla, 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 bla. Okay. Le pour tout S est dedans. J'insiste bien. D'accord? Parce que lorsque vous allez générer en fait les cas d'induction, enfin le cas récursif notamment, le pour tout sera là. S'il n'est pas là le pour tout, typiquement si vous mettez une petite introduction du pour tout S en coq et que vous déclenchez l'induction sans le pour tout ici, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas probable, tout simplement. D'accord? Donc attention à ça, le choix du prédicat ici est très important. Et notamment les quantificateurs que vous mettez ou non dedans. Okay, j'insiste bien. C'est pas... Coq vous permettra d'appliquer ce lemme quasiment tout le temps, presque. Hein, d'accord? Et ce que vous mettez dedans dépendra ou non de ce que vous avez introduit ou pas en fait en coq. Donc là, je fais une petite parenthèse coq, hein, mais en tout cas, en théorie, on voit bien qu'il faut bien mettre le pour tout. On va le voir tout de suite. Pourquoi ? Alors, donc du coup, on y va, on l'applique. Hein. Donc il y a un cas de base. Donc le cas de base, en fait, si on regarde bien là, c'est un pour tout où vous avez remplacé le n par 0, d'accord? Donc le pour tout dégage, vous remplacez le n par 0 partout, et donc ça nous fait ça à démontrer. Mais il y a encore une typo, il y a plein de typos dans ce cours. Oh, attendez, je vais noter les typos, parce que sinon je n'y arrive jamais. Typo court, typo. Est-ce que vous voyez la typo? Vous ne voyez pas la typo? Ouais, c'est le XS, c'est bien. Oui, c'est ça. Donc, attendez. Et donc, c'est slide 9. Non, parce que ça c'est pas c'est des typos qui existent depuis plusieurs années. Et à chaque fois, je me dis, oh, c'est pas grave, je vais le corriger. Donc là, je vais vraiment le corriger. Donc effectivement, là, c'est pour tout S, effectivement. Bon, alors du coup, comment on prouve ça? On calcule. On va calculer f de 0, ici. D'accord. Calculer, c'est... voilà, je réduis, hein, d'accord. Et comment on calcule en coq? Pour rappeler, c'est quoi la technique? Petite révision de calcul en coq. Alors, intro, c'est introduit. Mais pour calculer f de 0, pour dire à la fonction réduis-toi. Alors, pourquoi il y a un point d'interrogation? T'es pas sûr de toi? Oui, c'est simple. C'est ça, c'est la tactique simple, exactement. Ouais, d'accord. Donc f de 0, je regarde la définition de f de 0, hein, c'est le slide d'avant. Hein. Non, c'est encore avant. Pour 0, ça donne 0. Donc, ok, je reviens là. Donc f de 0 ici, du coup, ça revient à démontrer ça. D'accord. F de 0, j'ai remplacé par 0, son résultat. Puis après, regardez, j'ai S égale 0. Donc S égale 0, j'ai envie d'aller dire dans ma conclusion, remplace S par 0, puisque j'ai une égalité. Qu'est-ce qui permet de remplacer S par 0 dans la conclusion? Pareil, en coq, hein, je parle. Hein. Là, j'ai une égalité S égale à 0, je veux la remplacer par S par 0 dans la conclusion. Oui, c'est rewrite, c'est ça, exactement. Du coup, je remplace, effectivement, c'est ce que je fais, je remplace S par 0. Vous voyez, hein, j'essaie de vous coller par rapport à la preuve en coq, vous l'avez compris. Hein. Donc, j'essaie de remplacer S par 0 dans la conclusion, et du coup, je me retrouve à démontrer que j'ai isOM de 0, 0. Et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une clause de ma relation isOM. Et ça, je vous l'ai dit, vous devez considérer ça comme des axiomes, vraiment du type inductif. Hein, d'accord. Donc c'est un axiome, d'accord, c'est un lemme. Donc, vous pouvez tout simplement dire que c'est vrai parce que c'est le cas de base de la relation inductiviste. Donc le cas de base, il est rapidement évacué, bon ça on s'en doutait un petit peu, et on se retrouve,
Il met du temps à venir, lui. On se retrouve dans le cas inductif. Donc, le cas inductif, on se retrouve à démontrer que ça, c'est la conclusion pour n plus 1, sachant qu'on a la même chose, mais vraiment en n. D'accord. Et vous voyez, il y a un pour-tout devant. Vous voyez mon petit curseur qui tourne un petit peu, peut-être lentement chez vous, mais il tourne autour du pour-tout. Ce pour-tout est très important. Ce n'est pas le même, hein. J'insiste bien. Si vous n'avez pas mis pour-tout dedans, ça aurait été le même entre les deux. Et ça aurait été un peu compliqué. On va le voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas toucher l'hypothèse d'induction tout de suite, on va attendre un petit peu, parce que là, pour l'instant, l'hypothèse d'induction, il n'y a pas grand-chose qui nous éveille quelque chose d'utilisable, puisqu'on a encore un successeur ici, on a des successeurs ici. Donc, il faut encore un peu travailler sur la conclusion, comme d'habitude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer déjà f de Sn, d'accord, la fonction f appliquée à n plus 1. Et ça, on sait ce que ça fait. Hein. Pourquoi? Parce que, on retourne à des définitions, hein, si vous avez des doutes, vous retournez là. Et pour n plus 1, la fonction renvoie f de n, enfin f de p, si n est égal à successeur de p, plus successeur de p. Okay. Bon. Et après, elle se bloque, hein. On est d'accord. Après, la fonction, elle se bloque sur une variable. Hein. Si elle a une variable, elle se bloque. Vous voyez, c'est ça aussi l'intérêt de Coq. C'est que Coq a cette possibilité véritablement d'appliquer les fonctions partiellement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez f appliqué, je ne sais pas, à 12, il va vous calculer tout d'un coup, bien sûr. Et si vous avez f appliqué à successeur de p, p étant une variable, il ne va pas dire, ouais, mais je ne sais pas ce que c'est pas un entier, j'en sais rien, P c'est quoi, machin. Non, il va essayer d'exécuter, il exécutera jusqu'à se bloquer sur la variable. Okay, mais tout ce qu'il est capable de faire, il le fera. D'accord. C'est ce qu'on appelle des évaluations, des exécutions partielles, véritablement. On n'a pas tout exécuté, on a avancé un petit peu dans l'exécution, et on se bloque sur ce qu'on ne peut pas faire. En fait. Et c'est ce que fait notamment la fonction simple. Alors, on en était où? On en était là. Donc, du coup, je vais calculer f de Sn, d'accord? Et ça va me donner, on vient de le voir à l'instant, ça donne f de n plus successeur de n. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer donc le S, ici, puisqu'on a S qui est égal à tout ça, d'accord, par sa définition, c'est-à-dire ça, qu'on vient de calculer à l'instant, le résultat de l'évaluation de f de Sn, et on va la remplacer dans la conclusion. Ici, là, le S. Du coup, on va se retrouver à démontrer tout ça. Il somme de Sn, d'accord, le Sn n'a pas bougé, et là, je vais remplacer le S par le résultat de l'évaluation de f de Sn. Du coup, je me retrouve à démontrer cette chose-là. OK? Bon, c'est super, on a avancé quand même. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer le cas inductif de ISOM. Le cas inductif de ISOM, regardons un petit peu, il est là-bas, tac. C'est le fameux lemme, voilà, c'est celui-là, qui dit ça. Si vous avez ISOM de S plus quelque chose, alors on va remonter, il va nous demander de démontrer ce qu'on a en hypothèse, d'accord? Mais il fallait qu'on ait cette forme véritablement. Un truc de la forme Sn, S plus Sn. D'accord? Alors, on va regarder, tac, est-ce qu'on a ça? C'était où? Voilà. On a exactement ça, vous voyez? On a ISOM de Sn. Le S, en fait, c'est f de n ici. D'accord? C'est vraiment le S. Plus Sn. Et on a exactement ça. D'accord? Alors, attends, il y a une question. Et f des 1 retourne un S. Donc, c'est pas gagné. Donc, c'est gagné. Non, oui, c'est gagné. Oui et non. C'est pas super gagné. C'est-à-dire que ici, f de n, en fait, c'est mon S. D'accord? C'est le S, en fait, de la clause inductive. OK? Donc, du coup, si je fais un apply du cas inductif de ISOM, il va me dire très bien, mais attention, je vais revenir ici, mais attention, tu dois me démontrer ça. N'oubliez pas, hein, le cas inductif ici, c'est si j'ai ça, alors ça. Ou vous avez ça, là il vous dit ok, très bien, moi je veux bien que tu appliques ce lemme-là, mais tu dois d'abord me démontrer ça. Donc il va me popper, entre guillemets, ISOM de n, avec le S étant lié ici, bien sûr, à ce que vous avez en conclusion, à savoir f de n. Okay.
Donc, on va voir si c'est ça. Tac. Donc, j'applique effectivement le cas inductif du schéma d'induction de ISSUM. Et du coup, je me retrouve à démontrer ça. ISSUM de n, f de n. OK. Bon. Alors, c'est là où je ne peux plus rien faire, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai travaillé au maximum sur la conclusion. Je me retrouve avec à démontrer que j'ai ISSUM de n de n. Et c'est là que l'hypothèse, vous l'avez compris, d'induction est importante. C'est-à-dire que je vais regarder, l'hypothèse d'induction, elle est là. L'hypothèse d'induction dit ISSUM de ns, si tu as ça. Moi, ce que je veux, regardez, je veux ISSUM de n de f de n. Donc, je lui dis, ben oui, pas de souci, vas-y. Il y a un pour tout, hein, vous voyez, ce pour tout est très important. Je vais lui dire, applique ce théorème avec, comme S, f de n. D'accord? Donc, il va me dire, ah bah oui, si le S ici vaut f de n, ici, là, bah, c'est bien ce que tu as en conclusion, tout va bien. Mais attention, c'est un implique. Donc, il va me dire, ah, attention, il faut que tu démontres ça en hypothèse. Donc, il faut démontrer, dans mon cas, le S, si je vais lui donner à manger f de n, il va me dire, oui, mais attention, il faut que tu démontres que f de n est égal à f de n. D'accord? Ce qui n'est pas très compliqué. Donc, c'est ce qu'on applique. On applique l'hypothèse d'induction avec S est égal à f de n. Il nous pop un nouveau but à démontrer, f de n égale f de n, et ça, c'est trivial. C'est reflexivity, vous voyez. Et là, on vient de faire notre première, entre guillemets, preuve de programme, je dirais, mathématique, d'accord. Bon, même si on a suivi quand même, on le sent bien, Coq n'est pas très très loin dans notre démarche ici. On a les entiers de piano, on a des relations inductives un petit peu à tous les étages. Un mathématicien n'aurait peut-être pas fait exactement ça comme ça en termes de notation, mais c'est exactement ce qu'on veut faire. Voilà, ok. Donc, alors, il se trouve que donc ici, on a utilisé, en tout cas dans cet exemple-là, donc il y a deux remarques à faire. La première, c'est que la spécification était calculatoire. Elle suivait vraiment la fonction, on l'a envoyée, hein, donc c'était bon. Là, il n'y avait pas une grosse surprise quand même. Et deuxième remarque, c'est que l'induction qu'on a utilisée est une induction qu'on connaît bien. C'est l'induction normale sur les entiers naturels, l'induction structurelle. Et quelquefois, bah, ça ne suffit pas. D'accord ? On le sait, hein, on a vu des cas où on était un petit peu embêté. Et on va voir un exemple justement avec cette fameuse fonction is7. Mais sauf que là, on va un petit peu détailler les choses et pourquoi on a besoin d'une induction un peu plus forte. Alors, l'exemple est plus complexe. Oui et non, entre guillemets, c'est être pair. Donc, être pair, on se dit, c'est pas non plus en termes de complexité de programme, on a vu pire. Oui, c'est vrai, mais c'est plus complexe parce que l'induction structurelle habituelle, elle n'est pas hyper adaptée. On va le voir hein, très vite. Elle nous gêne un petit peu. Alors, comment ça marche je vais définir is7. Donc, is7, c'est être pair, vous l'avez compris. Ça prend un entier naturel et ça rend une proposition. Okay. Donc, en gros, vous avez is7 de 2. Si vous avez is7 2, vous êtes capable de le démontrer alors que 2 est pair. Voilà ce que ça veut dire. Et après, il y a deux cas, hein, comme d'habitude, par induction sur les entiers. Je dis que 0 est pair. Donc ça, j'insiste bien, c'est une clause qui... C'est un axiome, hein, d'accord. Donc, il n'y a pas besoin d'y revenir, pas besoin de le démontrer. On pose que 0 est pair. Et si n est pair, alors n plus 2 est pair. Et j'ai pas besoin, j'insiste bien, on ne va pas revenir dessus, hein, je vous rappelais, hein, on a eu cette discussion quand on avait parlé de is7, on n'a pas besoin de spécifier les cas qui ne sont pas dedans. On n'a pas besoin de dire que 1 n'est pas pair, que 3 n'est pas pair. Ces deux clauses me suffisent. Et l'inversion, justement, cette fameuse tactique qui a mis longtemps à être développée en Coq, me suffit, en tout cas, va m'aider à démontrer ces cas-là, justement, que 1 n'est pas pair, que 3 n'est pas pair, etc. Oui, c'est exactement ce que tu dis, Yannis, c'est l'hypothèse du plus petit ensemble, exactement. OK. Alors, la fonction inductive, enfin, définie par récurrence, donc, et là, celle-là, elle va faire apparaître le 1, elle n'a pas le choix, pour le coup. On va dire que si c'est 0, c'est vrai. Alors là, c'est l'ensemble des booléens là, hein, que j'ai là. C'est B, en fait, ce truc bizarre, c'est encore plus bizarre que le N. Hein. Donc ça, c'est l'ensemble des booléens. Je crois que c'est la fonte cal qui passe pas très bien dans leur truc. Là.
Donc f de n renvoie top pour n égale à 0, bottom si n vaut 1, et ça j'ai besoin de ce cas-là. C'est-à-dire que la fonction doit être totale, j'insiste bien. Donc les cas pathologiques doivent être totalement définis. Ce n'est pas le cas de la fonction de la relation inductive. En fait, la relation inductive, derrière, il y a son plus petit que qui fait que ça chasse tous ces cas-là. Mais ici, là, je n'ai pas trop le choix. Pour la fonction, je n'ai rien qui me permet de chasser ces cas-là. Donc, il faut que je les donne explicitement pour le coup. C'est pour ça d'ailleurs que ça vous trouble la plupart du temps quand vous définissez des relations inductives. Vous avez des cas qui apparaissent dans la fonction mais pas dans la relation. Vous voyez, il y a cette les deux sont duales, mais cette dualité a ses limites structurelles en tout cas. On ne voit pas ces cas-là apparaître dans la relation. Alors ensuite, vous avez le cas récursif qui dit que si on a n plus 2, eh ben, on voit f de p. Ok, tout simplement. Bon. N'oubliez pas, si vous avez f de 3, vous allez d'abord utiliser ça un premier coup. Ok, ça va donner f de 1 et f de 1 sera capturé ici. Ok, tout simplement. Et on doit démontrer que ça, c'est ça en adéquation, que f de n fait bien ce que dit Ishaven ici. Alors, donc pour faire ça, on donne déjà le théorème d'adéquation. Alors ici, je l'ai donné le terme d'adéquation avec top, effectivement. Il y a le terme de correction de complétude dans l'autre sens aussi, hein, comme d'habitude. On peut démontrer que les deux sont vraiment en adéquation, c'est-à-dire la complétude aussi. Hein. Normalement, il faut définir les deux. Donc là, on va se concentrer sur la correction. C'est le plus important parce que justement, il y a ce problème avec f de n. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si f de n renvoie top, alors on a Ishaven. Bon, ok. Alors, on fait de l'induction structurelle. On est confiant. On se dit, la fleur au fusil, on part avec notre induction structurelle habituelle. C'est vrai en 0. Et puis après, si c'est vrai en n, alors c'est vrai en n plus 1. Bon, là, mon prédicat P de n, ici, c'est tout ça. En fait, P de n, ici, dans ce cas-là, c'est f de n égale à top implique Ishaven n. Okay. P de n, c'est tout simplement ça. Vous voyez, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de pour tout sur le résultat de f de n. Donc ici, c'est juste un pour tout n au départ. Alors, ok, on peut avoir f de n qui renvoie false. En fait, il faudrait faire le cas false aussi. En fait, on peut faire le cas false, mais c'est en fait, si tu fais le cas false ici, par exemple ici, tu démontres en fait que c'est la contraposée du théorème de complétude, en fait. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas faire tous les cas vrai-faux. C'est parce que si tu montres un sens et l'autre sens, ensuite, les contraposés des deux théorèmes sont en fait les cas duals, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément besoin. Alors, le cas de base. Regardons, le cas de base, c'est f de 0 égale top, implique Ishaven 0. D'accord? Je vais remplacer le n ici par 0 tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin de calculer f de 0 aussi, je pourrais le faire. Mais je n'ai pas besoin parce que je sais que Ishaven 0, par définition, est vrai. D'accord? Donc, je me fiche éperdument de ce que j'ai là. Et je dis que c'est vrai, d'accord? Grâce à Ishaven 0, le cas de base de la relation. Et je me trouve dans le cas inductif. Donc, je dois démontrer ça, sachant que c'est vrai en n. D'accord? Donc, que ça doit être vrai en n plus 1, sachant que c'est vrai en n. Alors là, moi, je suis un petit peu bloqué, parce que là, je dis, OK, super. F de Sn, ça ne fait pas grand-chose, si on regarde bien. La fonction, en fait, qu'on avait là-haut, ici, là, la fonction, elle sait faire des choses avec des successeurs, mais quand il y en a deux. D'accord? OK? Quand il n'y en a qu'un, S de quelque chose, en tout cas, elle est capable de faire des choses, mais il faut que ça soit S de 0, pas S de P. D'accord? P étant ici une variable, j'insiste. Hein. Donc là, le calcul, en tout cas, de cette fonction-là, je ne suis pas capable de faire grand-chose. Et là, je ne suis pas capable de faire grand-chose non plus, parce que Ishaven de successeur de quelque chose n'est pas défini non plus. Hein. Je reviens sur la relation. C'est successeur de successeur. D'accord? On est capable de faire des choses. Bon, du coup, vous l'avez compris, je dois refaire une deuxième induction. Je n'ai pas le choix, en fait. Et c'est normal, d'une certaine manière. On voit bien que la fonction fonctionne avec l'appel récursif, en tout cas, fonctionne avec une profondeur de 2. En fait, ce n'est pas n-1,
d'accord? Dans l'appel récursif, c'est n-2 de certaine manière. n+2 ou n+1, enfin, c'est pareil. Donc du coup, j'ai pas le choix. Il faut que je refasse une deuxième induction sur mon n, ici, là. Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Je refais une deuxième induction. Du coup, j'ai un cas de base. Je remplace, vous voyez, le n ici, là, je remplace le n par 0. C'est mon cas de base. Ici aussi, n par 0. Du coup, ça va me faire quoi? Bah, je vais me retrouver dans le cas de base, en tout cas, de cette deuxième induction, avec f de 1 égale top, implique isevn 1. Et là, on est inquiet. Parce que isevn 1, on se dit, oula, ça, je ne vais pas y arriver beaucoup. Donc, j'espère que f de 1 égale top est faux. Et ce qui est le cas, effectivement. On va calculer f de 1, et f de 1 va me donner bottom. C'est par définition, c'est ce que donne la fonction. Et ça, c'est bien évidemment faux. Donc, faux implique tout ce qu'on veut. Donc, bien évidemment, tout va bien. isevn 1, je n'ai pas à démontrer que ça c'est vrai. Donc, le cas de base a été évacué assez rapidement. Et après, j'ai le cas successeur, où là, ça va nous faire un peu mal, parce qu'il y a bien sûr des trucs qui vont se rajouter. Je me retrouve effectivement avec le cas n+2, là je suis très très content. J'ai le cas vraiment n+2, avec une hypothèse d'induction qui provient en fait du rang d'avant, et une hypothèse qui vient d'être ajoutée par le rang d'après. D'accord, il y a encore un implique qui vient de débarquer. Bon, on voit bien, ça commence à s'empiler, hein, les inductions s'empilent sur les hypothèses d'induction déjà existantes. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer là. F de successeur, ça va, hein, on peut avancer, hein, d'accord? Donc on avance. Donc je calcule F de successeur de n. Ça me renvoie... ah oui, j'étais peut-être un peu vite là. Donc, f de successeur de n, je vous rappelle, ça renvoie f de n. Okay. Donc, c'est le f de n égale top que j'ai ici, en hypothèse. Et ensuite, j'applique le cas inductif de isevn de successeur n. D'accord. Et je vous rappelle que le cas inductif de ça, c'est isevn n. Okay. Donc, je l'applique. D'accord. Et du coup, je me retrouve à démontrer isevn n sous cette hypothèse que je viens de calculer, et les deux autres hypothèses d'induction qui sont en hypothèse. D'accord. Et alors, si vous le faites en coq, vous vous retrouvez exactement dans cette situation-là, véritablement. Bon, et là, on est pas bien. On n'est pas bien parce que je veux démontrer isevn n, et je regarde ce qui peut me permettre éventuellement d'y arriver. Je m'aperçois qu'ici, je n'ai pas isevn n, mais j'ai isevn de successeur de n, donc c'est pas top. Et ici, je m'aperçois que isevn n est là, ouais, mais il est coincé dans un implique bizarre, là. Et en gros, à ce niveau-là, vous l'avez compris, je suis très très mal embarqué pour finir cette preuve-là. Donc ça veut dire que cette induction-là, structurelle sur n, où j'étais obligé de faire 2 inductions, elle n'est pas super géniale. Alors là, on peut s'en tirer, hein, je vous le dis, hein, mais pas de cette manière, en tout cas. Donc, du coup, c'est ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois. On va utiliser plutôt une induction qui est propre à la fonction, parce qu'elle est un peu particulière, cette fonction. Elle a une double induction, il y a une double profondeur à n-2, on va dire. Un petit peu comme Fibonacci, vous voyez, où il y a deux appels récursifs, mais à des profondeurs différentes. Fibonacci, c'est pareil, c'est une fonction où l'induction structurelle va nous gêner, en tout cas, à faire la preuve, naturellement. On a vu qu'il y a des cas qui marchaient bien. Hein. Le premier cas, par exemple, la somme des n premiers entiers marchait très très bien. L'induction structurelle n'était pas gênante, et même nous donnait le résultat assez facilement. Mais ici, on sent qu'on est un petit peu embêté. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'induction fonctionnelle. On l'a déjà vu, mais on ne l'a pas vraiment trop détaillé. Je vous ai dit, il y a l'induction fonctionnelle, regardez, il y a un super schéma qui va débarquer, vous êtes super content, etc. Là, on va le voir un petit peu plus en détail, comment générer cette induction-là. Alors, j'insiste bien aussi que cette induction dite fonctionnelle, elle n'est pas très connue des mathématiciens, d'accord ? Les mathématiciens ne le connaissent absolument pas, d'accord ? J'ai déjà discuté à nombreuses reprises des gens qui sont, je dirais, spécialistes un petit peu de la pédagogie en mathématiques, de la didactique des mathématiques, typiquement, et ils ne connaissent absolument pas cette induction-là. D'accord ? Donc,
Alors, est-ce que c'est anormal? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Enfin, oui, c'est relativement normal, sûrement. C'est parce qu'ils n'en ont pas vraiment beaucoup besoin. C'est que nous, on fait de la preuve de programme. Vous l'avez compris. Donc, nous, on fait la preuve de correction de fonctions diverses et variées, avec des fonctions extrêmement variées. Ce sont des programmes de fonctions. Et donc, c'est normal que à chaque fois, on soit, on va dire, focalisé sur le comportement plus des fonctions que tout le reste. En mathématiques, finalement, la définition de fonction, on n'en fait pas tous les 4 matins et on raisonne sur pas mal de choses qui sont connues, des fonctions déjà connues, et on n'écrit pas, notre but en tout cas en mathématiques, c'est pas d'écrire des fonctions, un maximum de fonctions, d'accord. C'est plutôt de définir des théories, des axiomatiques, etc. Donc voilà, donc c'est assez, c'est pas anormal, mais voilà, ça il fallait le dire que n'interrogez pas les mathématiciens sur l'induction fonctionnelle, ils vont vous regarder bizarrement. Ils connaissent l'induction, on va dire, structurelle classique, l'induction généralisée, on va dire, ou bien fondée, ça c'est des choses qu'ils connaissent, mais l'induction fonctionnelle, beaucoup moins. Alors, comment elle marche? Il faut générer effectivement un nouveau schéma, donc, comme je l'ai dit, qui va suivre un petit peu la fonction. Alors ce schéma va être propre à la fonction. Donc en gros, pas la peine d'essayer de l'appliquer pour une autre fonction qu'on appellera, je sais pas, par exemple la fonction qui faisait la somme des n premiers entiers. Pas la peine d'essayer de l'appliquer sur elle parce que c'est pas, ça marchera pas véritablement. Donc le schéma sera vraiment propre à cette fonction et démontrable aussi. J'insiste bien, c'est pas un axiome que je vais poser, ce qui serait dangereux. Hein, vous voyez, j'insiste bien. Hein. Poser un axiome, c'est moche, c'est le début de la fin. Vous êtes dans un monde où vous pouvez tout prouver, d'accord, où certifier les choses, garantir les choses. Poser un axiome, c'est prendre un risque inconsidéré, souvent, d'accord. On pose des axiomes souvent, donc on fait de la modélisation, juste pour dire je reviendrai dessus plus tard, d'accord. Mais on revient dessus plus tard, j'insiste bien, d'accord. Par exemple, si vous reprenez la preuve du théorème de Fermat pour n égale 4. Donc je vous ai dit, j'ai fait avec un collègue il y a quelques années. Quand j'ai démontré, par exemple, la formule des triplets pythagoriciens, j'ai pris une preuve qui avait été faite. Je ne connaissais pas vraiment la preuve, hein, donc je n'étais pas forcément un expert en théorie des nombres. Donc la preuve, il y a quand même des petites choses à faire en théorie des nombres. Et j'avais pris en fait un corrigé qui était dans un TD de mathématiques en master, dans un master de maths. Et le mec faisait la preuve en 5 lignes. Donc j'ai dit super. J'ai jamais vu une preuve des triplets pythagoriciens en 5 lignes, donc je suis très content. Et donc il a détaillé, j'étais super content. Et donc du coup, j'ai commencé à faire la preuve en coq, et puis je me suis aperçu que la preuve ne passait pas du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et en fait, la preuve était complètement fausse. En fait, la preuve reposait sur, comment dirais-je, l'axiome suivant, c'était un vrai axiome. Le premier truc sur lequel il posait en fait dans sa preuve, c'était que si U et V étaient premiers entre eux, alors U plus V et U moins V sont premiers entre eux. Donc c'est un théorème qui paraît assez intéressant. On se dit tiens, c'est séduisant, sauf que c'est archi faux. Et la contre-exemple est assez immédiat. Et donc j'étais en train de démontrer ce théorème, et puis ce théorème était faux, bien sûr, j'y arrivais pas. Donc ce qui est rassurant d'une certaine manière, c'est que quand on essaie de faire des preuves en coq qui sont fausses, ça ne marche pas. Donc c'est déjà ça. Et donc du coup, j'ai repris un vrai bouquin de théorie des nombres et pas juste un TD qui avait été fait, à mon avis, un petit peu à la va-vite par un enseignant de mathématiques, et où il y avait la preuve et qui était quand même sur plusieurs pages quand même, et qui était un peu plus conséquent. Donc voilà, donc les axiomes, j'insiste bien, on n'en met pas, d'accord. On essaye d'en mettre le moins possible. Et si on en met, il faut vraiment être sûr de soi. D'accord. Donc, les schémas d'induction fonctionnelle n'introduisent pas d'axiomes, ils sont démontrés automatiquement par le fameux functional scheme qu'on a vu en coq. Il fait la preuve. Si les mathématiciens, c'est des gens sérieux, ils font des maths, ils font des théories très très intéressantes et très importantes. La seule chose, c'est qu'il faut les convaincre que sur des preuves un petit peu complexes, où il y a des potentiels doutes, justement, il est préférable d'utiliser des outils de mécanisation de preuves formelles. C'est ça. Mais il y a des mathématiciens donc très bien, hein, comme Jean-Paul Delay, par exemple. Donc, il n'y a rien à voir avec moi. Hein. Donc, il s'appelle Delay, mais il est très très convaincu. Donc, c'est un mathématicien qui est assez connu et qui œuvre aujourd'hui, en tout cas, beaucoup pour l'utilisation des preuves formelles, la mécanisation, en tout cas, des preuves en mathématiques.
Mais il faut faire attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en mathématiques, il manque beaucoup de bibliothèques. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Hein. C'est que les mathématiciens, eux, aujourd'hui, ont quand même des théories extrêmement élaborées. Et voilà, ils ont besoin aussi d'outils, enfin de bibliothèques existantes déjà. Donc, il faut reformuler, remodéliser beaucoup de choses. Et aussi de tactiques adaptées. C'est-à-dire que ils n'ont pas envie de démontrer des trucs en théorie des nombres complètement triviaux pour eux, qui connaissent depuis très longtemps, et voilà, et que Coq va leur demander de prouver des lemmes triviaux, pour eux, ça va un petit peu les gêner. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est peut-être encore un peu loin d'une situation où on peut convaincre les mathématiciens d'utiliser Coq ou d'autres outils, on va dire au jour le jour. Mais en tout cas, ça continue à avancer. Comme je vous ai dit, hein, il y a des théorèmes très, très importants qui ont été démontrés. Hein. Le théorème des 4 couleurs ou le théorème, par exemple, de classification des groupes finis, avec le théorème de Fay-Thompson. C'est un théorème qui a été faux quand même un certain nombre de fois. Il a été patché dans les années 90, donc récemment quand même. Voilà, c'est plusieurs centaines de papiers, plusieurs centaines d'auteurs. Et il y avait un doute quand même sur cette preuve-là. Donc à un moment donné, les gens se disent, bon, ok, il faut peut-être qu'on la modélise quand même, c'est pas qu'on la mécanise pour être sûr que ça fonctionne. Bon, bref, on digresse, c'est de ma faute. Alors, comment on va générer le schéma d'induction fonctionnelle de F is even, ici, dans notre cas-là? C'est très très simple. Le prédicat, en fait, le lemme, il est là, hein, je vous l'ai mis. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un prédicat P qui, alors, contrairement à ce qu'on avait avant, où on avait P de N, d'accord? Ici, on va lier, un petit peu comme dans la relation inductive de la spécification, on va lier le paramètre, donc ici N, d'accord? Donc, du F de N, d'accord? Et son résultat. D'accord? Donc ici, c'est un couple, véritablement, qui est le couple rang, on va dire, le rang, enfin le paramètre, et le résultat qu'on a dans la fonction. Et ensuite, vous prenez chaque cas du pattern matching de la fonction. Pattern matching, je vous rappelle, c'est le match, hein, d'accord? C'est les différents cas, en fait, de la fonction. Donc, on revient sur la fonction peut-être rapidement. J'aurais peut-être dû la mettre là, d'ailleurs. Alors, vous voyez, il y a 3 cas. D'accord? Il y a le premier cas, n égale 0, ça renvoie à top, n égale 1, ça renvoie à bottom, et pour n égale successeur de p, ça renvoie à 2p. OK? Et vous allez lier véritablement le rang, donc ici n0, avec le résultat. Donc ici, le premier cas que vous allez mettre dans votre schéma inductif, c'est p de 0, top. Le deuxième, ce sera p de 1, bottom. Ok, donc on revient dessus, regardez, hein, c'est exactement ce qu'on a dans le schéma. Voilà, P de 0 top, P de 1 bottom. Vous voyez, c'est les 2 cas. On a 2 cas de base, hein, ce qui semble assez logique aussi en même temps. On avait 2 cas, ça suit la fonction. Hein. Alors qu'avant, on n'avait qu'un cas de base. Vous vous rappelez, dans le schéma structurel, il n'y avait qu'un cas de base, le cas 0. Et là, on est content parce qu'il y a le cas 1 qui va apparaître explicitement dans la preuve. Et là, on est super content parce qu'il suit vraiment la fonction pour le coup. Et après, il y a le cas successeur. Le cas successeur, il est là, regardez, il est là. Je lis bien le résultat, enfin le rang qui est successeur de P avec le résultat. Je rappelle, hein, on va revenir sur la fonction parce que c'est important. Voilà. Le résultat de F de successeur de P, c'est F de P. Hein. Il est bien son résultat. Ok. Bon, on revient dessus. C'est là. Donc, on a dit P de successeur de P implique F de P. Mais ça, c'est un cas récursif. Vous voyez, c'est un cas récursif. Donc, il faut supposer que c'est vrai pour le cas avant. Le cas, donc, comme il y a un appel récursif, voyez, avec le F de P dans la fonction, il faut supposer que c'est vrai pour le cas d'avant. Et le cas d'avant, c'est P de P. D'accord? Le cas d'avant, donc N-2, on va dire. Et on va dire que l'appel récursif correspondant, c'est F de P. Okay. Donc j'insiste bien, ce cas-là, en fait, qui est le cas de l'appel récursif d'une certaine manière, il y en aura autant que d'appels récursifs dans la fonction. Okay. Donc typiquement, si vous aviez, je ne sais pas, Fibonacci, il y aura un deuxième membre qui viendra ici pour le deuxième appel récursif. Okay. Et qui lirait, dans le cas de Fibonacci, qui lirait, cette fois-ci non pas
P, mais successeur de P. Je rappelle, Fibonacci, c'est n-1, n-2. Donc, il reste ce premier cas-là, et il y a un deuxième cas pour le cas successeur de P. Okay. Et donc, si vous avez ces trois cas-là, vous voyez, les trois cas correspondent aux trois cas de la fonction. Hein, on suit la fonction. Premier cas, 0, 1, successeur de P. Et si c'est vrai, vous pouvez dire que pour tout n, vous avez P de n de f de n. Okay, donc, vous avez en fait une relation véritablement entre le n et le f de n. Alors, le P, c'est quoi? On va voir. On va voir c'est quoi dans notre cas, d'accord? Véritablement. Voilà comment il est généré. Alors, je ne vous ai pas donné les règles générales, hein, je vous donne un petit peu l'idée de comment il est généré. Hein, mais on pourrait éventuellement faire un cours un peu plus abstrait sur ça. Je préfère vous le définir en tout cas par l'exemple. Car en fait, si je vous le donnais, on va dire, de manière générique, ça oblige à définir un petit peu plus précisément ce que sont les inductifs, etc. Donc, bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, on va voir dans le cas de notre exemple, effectivement, comment on peut appliquer ce nouveau schéma d'induction qui est généré, vous l'avez compris, dans le cas de Koch, par exemple, par le functional scheme, typiquement. Alors, revenons. Donc ici, je vais démontrer ça, hein, c'est mon théorème de correction, je dirais, habituel. Et là, moi, ce que je dois essayer de comprendre, c'est quoi mon P, d'accord? Moi, je veux démontrer un P de n de f de n ici, hein, d'accord? Et c'est pas très compliqué ici, on voit bien, le f de n, il est là, ok? Donc le P de n ici, ça va être une abstraction de ce n-là, ok? Et le f de n, ça va être le B ici, voilà. Le prédicat, effectivement, ici, P, ça va être mon B, d'accord? Donc P de nB, d'accord? C'est ça, c'est toute cette fonction-là. Et effectivement, si je l'appelle f de n, je tombe exactement sur ce prédicat, d'accord? Sur ce que je veux démontrer. Donc mon prédicat dans le cas de isEven, c'est ça. C'est P de nB, B est égal à top, implique isEven n. Okay. Il y a bien une définition avec le booléen qui est en fait la fonction, le résultat de la fonction, et puis le n qui est le rang. Et puis après, j'applique en fait mon schéma d'induction, mon nouveau schéma d'induction avec P de nB qui est égal à ça, et je fais les trois cas. Okay. D'accord? Donc premier cas, on remplace donc n par 0 et B par top. Okay. Donc ça me donne ça. Je me retrouve à démontrer top égale top implique isEven 0. Là, c'est trivial, c'est un cas de base qui s'évacue immédiatement parce que isEven 0, je sais que c'est pas. Ensuite, je fais le cas P de 1 bottom. P de 1 bottom, donc je remplace n par 1 et B par bottom ici. Je me retrouve et là, on est content parce que, vous voyez, il y a le fameux cas de base qui n'apparaissait pas tout de suite tout à l'heure, hein, parce qu'il m'obligeait d'ailleurs à refaire une induction pour le faire apparaître explicitement, ce deuxième cas de base pour 1. Là, il est là. Là, on est content parce qu'on se dit, ah oui, on suit bien la fonction, on est content. Et là, du coup, on se retrouve avec exactement comme avant, en fait, bottom égale top implique isEven 1. Et ça, c'est faux. Hein. Bien sûr, on sait bien que de toute façon, isEven 1, c'est faux, donc on a une hypothèse qui est fausse, mais faux implique ce qu'on veut, donc tout va bien, ça marche. Et on se retrouve à démontrer le cas inductif, c'est-à-dire ça, d'accord, sous l'hypothèse qu'on a ça. Et là, ça va quand même simplifier les choses, je pense. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors du coup, dans ce cas-là, on va calculer, on va introduire l'hypothèse ici, f de p est égal à top, et on va appliquer le cas récursif de isEven. D'accord, vous l'avez compris. Donc du coup, je me retrouve à démontrer isEven p sous ces deux hypothèses. Et ces deux hypothèses, ne sont pas très compliquées. D'accord? J'ai A implique B, je veux démontrer B, c'est un modus ponens, c'est fini. Je l'applique directement. J'applique en fait cette hypothèse d'induction en lui donnant à manger f de p est égal à top, et ça me donne isEven p. C'est terminé. Vous voyez la preuve qui était mal embarquée tout à l'heure, avec l'induction, on va dire, structurelle, là, elle devient triviale. Il n'y a même rien à faire. Mais il faut juste un schéma, on va dire, d'induction, beaucoup plus approprié, qui permette effectivement de simplifier énormément l'approche. Alors, bon, voilà, je crois que je vous ai mis un petit peu
la partie coq, là, comment le faire en coq. Mais ça, on l'avait déjà vu, donc on va la revoir vite fait. Alors, ce premier require, ça dépend de votre version de coq. Hein. Moi, sous ma version de coq, je crois que c'est pas tout à fait la dernière. J'ai besoin de faire ce require import fun ind, donc induction fonctionnelle. Mais si ça ne marche pas, si vous faites ce require sur votre coq et que ça ne marche pas, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc vous le virez, ça marchera automatiquement après. Ça marchera bien après. Donc là, j'ai défini isEven. J'ai défini la fonction even. Okay. Donc les deux cas, vous voyez, 0. Hein. Alors je renvoie du propre, hein. Je peux renvoyer des booléens si je veux, ou si vous voulez, hein, je peux être dans bool. Là, j'ai décidé d'être dans propre. Donc true false existe dans propre, donc je l'ai fait. Et puis après, je définis le schéma d'induction, ici, avec functional scheme, rappelez-vous, je fais induction for even, la fonction. Alors, sort propre, en gros, je veux lui dire que je donne du propre, donc je veux que ça soit pour la sortie propre. Bon, ça, c'est un détail technique, on s'en fiche un peu. Et puis après, vous donnez... alors, je ne sais pas, il y a un pour tout V, là. Je ne sais pas ce qu'il fait là, ce pour tout V. Je pense que c'est une petite typo aussi. Hein. Je vais le noter. Slide 13. Slide 13. Le pour tout V, V de type propre enlevé. Ouais. Bon. Je pense que ça ne gêne pas, mais ça ne gêne pas la preuve du tout. Je vais l'enlever. Voilà. Donc là, il y a une petite typo. Ouais. Je pense qu'avant, j'avais mis V ici, je pense. Je vais mettre un V. Enfin, je pense que j'avais généralisé peut-être le terrain, je ne sais pas. Et là, donc l'induction fonctionnelle s'utilise avec, on l'avait vu, functional induction. Vous donnez le terme sur lequel la fonction intervient. Vous donnez le nom du schéma inductif qui a été généré par functional scheme. Et puis après, vous tombez sur les 3 cas en fait, qu'on vient de voir à l'instant. Donc voilà. Et voilà, donc un petit exercice à faire à partir de maintenant. Et je propose, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, qu'on fasse une petite pause. Et on va dire 15 minutes. Qu'est-ce que vous voulez? On reprend 11 heures. Et puis on fera ça tout à l'heure. On fait un petit exo après. Ça vous va? Ok, ça marche. Donc on se retrouve à 11 heures. 11 heures, on fait ce petit exo. Tu as une question, Guilhem, sur le cours, pas sur le cours, pour la candidature en M2. Oui. Tu m'as envoyé un mail peut-être? Non, c'est ça, et j'ai pas répondu. Attends, hop. Vu qu'on a envoyé des documents pour entrer en M1, on n'a pas besoin de quand vous êtes le responsable pour la candidature. Alors oui, je ne vais plus être le responsable en fait. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui sera responsable bientôt. Là. Vu qu'on est en local, vu qu'on est en local, pour les relevés de notes, si on met des pages blanches, c'est bon. En fait, vous passez par le site e-candidat pour... Non. Ah bon, vous êtes obligé de passer par le site e-candidat? Ça me paraît complètement bizarre, ça. E-candidat bleu? C'est quoi ça? E-candidat bleu, c'est quoi? Il va bien. Alors, non, alors, est-ce que vous êtes obligé de passer par un candidat? Bon, j'imagine, enfin, peut-être. Je ne sais pas bien. Il faut que je me renseigne un petit peu sur cet aspect-là. Je crois que vous êtes plusieurs à m'avoir écrit. Mais on s'en fiche, effectivement, de votre carnet de notes, etc., bien sûr. De toute façon, oui, on s'en fiche complètement. Et il suffit que vous validiez votre M1 et puis c'est fini. Enfin, oui, voilà. Donc, oui. Vous n'êtes pas, en fait, dites-vous bien qu'e-candidat est un outil essentiellement pour sélectionner les candidats, donc en M1, et voir ceux qui candidatent directement en M2, mais qui viennent d'autres universités, en fait, si tu veux. Pour vous qui êtes déjà en M1
et passer en M2, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous concentrer sur valider. Voilà. Et après, nous, on s'en fiche, on ne va pas vous sélectionner, d'accord? On ne va pas refaire une sélection sur vous cette année. C'est complètement... Ça n'a pas de sens. On ne va pas dire, tiens, lui, il a eu que 18 au cours de preuves formelles, hein, donc alors qu'il aurait dû avoir largement plus, tu vois. Non, non, donc vous n'allez pas être resélectionné, évidemment non. D'accord. Par contre, ce que j'ignorais, mais ça, je vais m'enseigner, je vais vous revenir vers vous, est-ce que ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez obligé de repasser par e-candidat, mais bon, peut-être qu'effectivement tout le monde va passer par le même bunch, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, il y a 40 par année, exactement. Tout à fait. Mais c'est pour les prochains, si tu veux. D'accord. C'est pour les prochains. Là, je pense que... Ben oui, c'est ça, vous êtes 60 en M1, on ne va pas vous foutre à la porte. Rassurez-vous. Donc, il n'y a pas de... Voilà, on va pas dire, tiens, ils sont 60, il y en a 20 qu'on va virer. Et en fait, si on regarde bien, vous êtes un peu près de 20, peut-être un peu moins de 20 en preuve formelle. On peut peut-être vous toller en preuve formelle, et comme ça résout le problème. C'est vous qui voyez. On peut faire ça, hein. On peut mettre un examen infaisable. Non, 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 rassurez-vous pour ça, on vous prendra, bien sûr, si vous validez, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc, faites vos dossiers et sérieusement. Alors, est-ce que vous êtes obligé de mettre toutes les données? Mettez les données si vous les avez, de toute façon, qu'on vous demande, de toute façon. Les notes que vous avez déjà, etc. Bon, mettez-les quand même, c'est pas grave. Mais on s'en fiche, en fait. Vous ne serez pas le responsable? Non, je ne serai pas le responsable du M2 génie logiciel, en fait. Pour une raison simple, c'est que je vais démissionner. Voilà, parce que j'en ai marre. Non, je rigole. Non, je prends la direction du département informatique. C'est pour ça. Donc, je ne peux pas tout faire, on va dire. Donc, j'aurai encore plus de pouvoir. Je pourrais virer des étudiants beaucoup plus facilement. Non, M. Montassier, il est responsable du master. Du master informatique. Moi, je serai à la direction du département informatique, c'est-à-dire toutes les mentions, licence, master, informatique, bioinfo, CAPES, etc. Enfin, tout le département informatique, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, je ne sais pas si c'est intéressant, en tout cas, moi je vous le dis, donc voilà, donc je ne serai pas, c'est pas moi qui vais vous sélectionner. Donc c'est pour ça que je ne suis pas au courant de tout, hein. Je vous avouerai que je me serais mis un petit peu plus au courant quand même. Mais là, j'ai démissionné déjà depuis le mois de février. Donc normalement, c'est M. Seriaille qu'il faut se retourner vers lui, en fait, hein, essentiellement. C'est lui qui va sélectionner. Enfin, il va pas vous sélectionner, hein, mais c'est lui qui va s'occuper des recrutements. Et c'est Madame Bouziane aussi qui va prendre le relais avec lui. Ils seront deux quand même. Ouais, c'est ça. Oui, je sais qu'il y a encore nos deux noms, bien sûr. Je le suis encore, on va dire, parce qu'on n'a pas encore enlevé les noms, mais c'est Madame Bouziane qui bientôt le sera. Voilà, voilà. Mais vous pouvez me poser des questions, hein. Encore une fois, il n'y a pas de souci, je vais me renseigner quand même et puis voir avec monsieur Seriaille et puis monsieur Montassier notamment aussi. C'est quoi vos questions sinon? Vous, de toute façon, à mon avis, passez par e-candidat, c'est sûr. Alors, il y avait d'autres questions. Nous, en mythe, on y a 17, il y en a un qui en a. Ouais. Ouais. Bah oui, mais oui, Jérémy, oui, vous avez une limite de 20, je crois, hein, je me semble. Même 40, en fait, vous avez peut-être la même limite que les autres, en fait. Je pense en mythe. Pour les années qui viennent, je crois que c'est 40. Mais je crois que 40, c'est un peu optimiste quand même. Pour mythe, il ne faut pas exagérer. Je pense que. Ouais, c'est ça. Puis 17, c'est bien. Vous êtes 17 cette année, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. C'est une bonne année. Ok, bon, on se retrouve dans 10 minutes. Allez, à tout à l'heure.